y a bien un animé qui a marqué toute une génération d'enfants devant leur télévision au début des années 90, c'est bien Nicky Larson est une œuvre qui a été diffusée pendant de longues années sur le Club Dorothée. Mais derrière Nicky Larson, il y a une œuvre un petit peu différente qui s'appelle City Hunter. Et City Hunter est un manga écrit par Tsukasa Ojo qui a souffert ces derniers temps de certaines critiques et je m'étais dit qu'il était temps un petit peu de défendre mon animé et mon manga préféré. Parce que oui, on me dit « Oui, mais tu sais Céline, c'est quand même un peu délicat ce qui se passe dans City Hunter. » Est-ce que ce serait pas un peu problématique? Et donc je vais répondre à cette question et je vais vous délivrer le vrai message de City Hunter et même vous dévoiler une petite théorie de ma composition. Allez, c'est parti! Pour bien comprendre le manga City Hunter, il faut d'abord établir son contexte. Il a été créé dans les années 80. C'est une époque où les mangas, les animés, mais aussi les films étaient souvent marqués par des représentations masculines d'hommes très virils avec des héroïnes qui étaient très souvent reléguées à, disons, des personnages secondaires, pour être sympa. L'histoire de City Hunter est intimement liée à celle de son auteur Tsukasa Ojo. Faut savoir que, évidemment, il évolue dans le contexte des années 80 puisque le manga commence à être publié en 1985 dans le magazine Weekly Shonen Jump et ce jusqu'en 1991. Mais Tsukasa Ojo n'en était pas à son coup d'essai avec City Hunter. La première aventure à succès n'était pas City Hunter, mais était Cat's Eyes, l'histoire de 3 voleuses qui avaient pour but de récupérer toutes les œuvres de leur père disparu. Ce manga a connu une très forte popularité et évidemment il a fallu à un moment donné tourner la page et il faut dire que Tsukasa Ojo en avait un peu assez de dessiner ces 3 jolies femmes en juste corps et donc c'était un soulagement pour lui de passer à autre chose. Et donc il s'est dit tiens pourquoi pas faire un manga qui mêlera action, comédie, drame pour changer un peu. Il voulait clairement avoir des personnages plus complexes et bien entendu le contexte des années 80 fait qu'il y a plusieurs séries voire films qui parlent de nettoyeurs, de duos de flics qui sont un petit peu en marge quand même de la légalité, le tout saupoudré de beaucoup d'action. Tsukasa Ojo avoue qu'il est influencé bien sûr par le cinéma qu'il adore, il lit très peu de mangas d'ailleurs, il regarde beaucoup de films et bien entendu les Clint Eastwood, les Sylvester Stallone, voire les Arnold Schwarzenegger influencent son dessin. Et pour la petite anecdote, il est également ami, voire en concurrence, mais en tout cas connaît dans son cercle proche Tetsuo Hara qui a créé Hokuto no Ken. Vous voyez un petit peu le genre quand même dans lequel on vit à cette époque-là. Et comme il voulait vraiment se démarquer par rapport à Cat's Eye, au départ, les premières propositions de City Hunter étaient vraiment un manga très sérieux, très noir. Et je vous rappelle quand même que le Weekly Shonen Jump a pour cible des adolescents, donc il fallait quelque chose d'un petit peu plus léger. Et c'est pour cela qu'on a demandé à Tsukasa Ojo de rajouter davantage d'humour et de rendre le personnage principal plus accessible pour que les jeunes ados puissent s'identifier un peu à lui. Vous voyez déjà où je veux en venir. Et donc, le personnage principal, Ryo Saeba, va devenir ce personnage iconique, accompagné bien entendu de sa fameuse assistante Kaori, Laura, dans la version française de Nicky Larson d'ailleurs, pour composer ce duo qu'est City Hunter. Le manga commence comme ceci. À la mort de son partenaire Hideyuki Makimura, Ryo décide d'accepter de veiller sur sa petite sœur, Kaori, mais continuera bien sûr ses activités. Mais de plus en plus, il va plutôt protéger des jeunes femmes qui le contactent grâce à un tableau placé à la gare de Shinjuku où il faut écrire XYZ. D'ailleurs, pourquoi XYZ? Tout simplement parce que ce sont les dernières lettres de l'alphabet, parce que City Hunter est le dernier recours. Très reconnu dans le milieu, il n'en reste pas moins un coureur de jupons. Et donc on a une sorte de dualité entre action intense et comédie légère qui devient la marque de fabrique de City Hunter et qui réussit à capter le public adolescent du Weekly Shonen Jump. Il faut pas sortir d'une école supérieure pour savoir comment attirer une certaine catégorie de jeunes garçons, pas tous peut-être, mais disons que c'était pas une si mauvaise idée de mettre des jolies jeunes femmes et devant elles un homme qui était très attirés par leurs attributs féminins, voilà. Et c'est là où se situe la première critique autour du personnage de Ryo Saeba. Est-ce qu'il serait aujourd'hui problématique? Dans le cadre de City Hunter, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un ressort comique. Le fameux Mokori, qui, disons, image l'excitation rencontrée par Ryo Saeba lorsque il pense ou côtoie une femme, est ici évidemment pour contrebalancer le caractère sérieux et dramatique du personnage de Ryo Saeba. Et je préfère ajouter immédiatement qu'à chaque fois qu'il y a un comportement déplacé de Ryo Saeba, tout de suite après, il est puni
pour cet excès. Jamais et en aucun cas on valorise le comportement de Ryo Saiba, on dit que c'est bien, on dit qu'il faut faire comme ça, bien au contraire, à chaque fois c'est tourné en ridicule, il a l'air complètement débile et il reçoit tout de suite un coup de massue, soit de Kaori, soit d'une autre jeune femme, soit une bonne claque dans la figure. Donc c'est pour bien montrer quand même que ce comportement ne doit pas rester impuni et que effectivement ce n'est pas normal de se comporter comme ça. Et d'ailleurs, et voilà ma petite théorie, c'était essentiel selon moi de mettre un comportement complètement déplacé à Ryo Saiba, parce que sinon il aurait été beaucoup trop parfait. Et bah oui, déjà comme ça, que les femmes, à chaque fois que la mission se termine, tombent complètement red dingue de lui, il faut au moins les tenir un petit peu à distance pendant un laps de temps quand même. Sinon, l'attachement qu'il a créé sera direct et beaucoup trop fort, qu'il s'agisse d'ailleurs soit des clientes, soit de Kaori. Et puis mettre en avant justement ces comportements obsessionnels, et bah il fait ça pour éloigner Kaori, bien sûr, parce qu'il se dit, bah si je me comporte comme un bâtard, elle va me rejeter. Et c'est ce qu'il veut. Il veut que Kaori le rejette parce que ce que lui il veut, c'est qu'elle quitte ce monde de la nuit, de la protection, des tueurs. Il veut qu'elle mène une vie normale. C'est pas pour rien qu'il modifie d'ailleurs son arme à feu pour qu'elle n'arrive jamais à tuer personne. C'est pour qu'elle sorte de ce milieu les mains propres. Donc c'est une stratégie. Eh oui, c'est ma théorie. Pour éloigner, il faut les dégoûter. L'autre élément qu'on reproche beaucoup à City Hunter, c'est le rôle des femmes que l'on nomme comme des potiches, comme des faire-valoir, ou que l'on montre un peu trop excessivement leur corps beaucoup trop parfait. Bon, encore une fois, je vous rappelle qu'on est dans un contexte des années 80 où l'idéal féminin c'était un corps plutôt mince, longiligne, enfin comme ceux représentés. Donc ça déjà c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, fallait faire rêver des adolescents, je vous rappelle. Hein. Donc déjà ça. Mais surtout, le troisième élément pour contrecarrer un peu ça, moi je trouve quand même que dans City Hunter, les personnages féminins sont extrêmement forts. Alors évidemment vous avez Kaori, qui elle est une assistante à part entière, qui malgré ses gaffes, eh ben, est un pilier pour Ryo Saiba et forme un duo véritable de City Hunter. City Hunter c'est pas juste Ryo, c'est Ryo et Kaori. Elle a véritablement un impact dans cette activité. C'est une partenaire à Ryo qui lui tient tête et c'est un personnage clé dans toute l'histoire. Et concernant tous les autres personnages annexes, eh bien oui, elles sont féminines si elles en ont envie, mais ça ne les empêche pas d'être fortes, d'avoir des positions importantes dans la société. Saeko par exemple, elle est quand même dans la police, elle a un poste important. Sa sœur d'ailleurs, elle ouvre sa propre agence. D'autres femmes sont des princesses, voire des reines de pays étrangers. Et puis ce n'est pas parce qu'elles font face à un comportement inapproprié qu'elles ne sont plus ou qu'elles ne s'autorisent plus à être ce qu'elles ont envie d'être. Si elles ont envie d'être sexy, bah qu'elles le soient. Et elles ne changent pas de voix parce que vous avez un cinglé qui viendrait un peu trop excessivement montrer, disons, son excitation à la jante féminine. Et ça, je trouve ça très fort, qu'on arrive à se détacher de cette pression des autres, qu'elle soit négative ou positive, pour rester ce qu'on est. Et c'est là où Tsukasa Ojo, je trouve, est très subtil dans ce qu'il nous raconte, parce qu'il nous fait comprendre que ces femmes-là, certes, elles sont agréables à regarder, mais il n'y a pas que ça. Et elles osent aussi affirmer. Et celles qui n'oseraient pas affirmer, bah, Kaori est là pour leur montrer qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent affirmer leur dignité et mettre des limites là où il le faut. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Tsukasa Ojo fait appel à l'intelligence du lecteur. Il y a plusieurs degrés de lecture, on fait appel à votre intelligence bien pour comprendre qu'est-ce qui relève du sérieux, qu'est-ce qui relève du ridicule, parce que très souvent on passe d'un degré à un autre. Les relations humaines sont au centre, elles sont finalement pleines de respect, pleines d'admiration réciproque. Il y a de l'acceptation et de la tolérance, même pour les personnes qui sont en marge de la société, et je trouve que c'est un très beau message. Oui, on peut se créer une famille, même si on n'a pas de lien de sang. Oui, ça peut être très fort aussi. Oui, on peut compter sur la loyauté de n'importe quelle personne. Ce qui compte, ce n'est pas sa représentation physique, c'est ce qu'elle est dans son cœur et dans son âme. Et je trouve que ce message est absolument magnifique. Et c'est pourquoi, assurément, City Hunter, c'est un chef-d'œuvre intemporel, et je pèse mes mots. L'humour, parfois grossier, parfois absurde, est contrebalancé par des scènes d'action, mais aussi par des scènes dramatiques qui montrent la complexité des différents personnages. Derrière son masque de dragueur invétéré, Ryo est un personnage loyal sur lequel on peut compter et qui est prêt à risquer sa vie quand même pour protéger des innocents. Le trait s'adapte et surtout il y a une dynamique quand même qui est incomparable dans City Hunter. On voit que Tsukasa Ojo a pris son temps pour tenter de nous donner la meilleure planche, la plus dynamique, avec plusieurs angles de vue pour nous faire comprendre l'action qui est en train de se passer, et c'est admirable. Les décors sont soignés, les personnages sont incroyables, en plus d'être une bonne histoire, c'est un régal pour les yeux. En conclusion, je pense que vous avez compris, City Hunter n'est pas un manga problématique, bien au contraire, il véhicule un message positif de
de tolérance et de respect qui est précurseur pour cette époque. Alors bon, si vous n'avez jamais lu City Hunter, foncez. Foncez, n'hésitez pas une seule seconde. C'est un chef-d'œuvre, vous ne le regretterez pas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez le plus dans cette série. N'oubliez pas de liker, de vous abonner bien sûr, parce que c'est très encourageant. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous voulez que je poursuive ce type de vidéo qui se focalise sur des mangas cultes comme ceci. Moi, je me suis beaucoup amusée à faire cette vidéo. Et d'ailleurs, j'en avais fait une sur Sailor Moon, donc je vous invite à aller la regarder. Sinon, j'en avais fait une aussi sur Dan Dan Dan. Je vous les mets juste ici. À tout de suite.